Merci beaucoup de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici dans cette salle du Conseil de la région Bourgogne-Franche-Comté ou que vous soyez sur le web. Alors, on m'a, en ouverture de cette journée altère sur la démocratie et les défis du réchauffement climatique, on m'a demandé de cadrer de manière peut-être un peu plus large le débat autour de l'idée que la démocratie est en crise et que cette crise nécessite une recomposition, sinon notre avenir politique sera peut-être autre chose que l'avenir démocratique. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans certains pays européens. Donc je vais m'efforcer, si vous voulez, de cerner le malaise démocratique que nous traversons, et qui n'est pas complètement récent, il ne date pas d'hier, mais d'avant-hier, de mettre au jour les différents symptômes de ce malaise, quelles en sont les manifestations, et dans les interventions que j'ai déjà entendues, certains signes de ce malaise démocratique étaient pointés, signes qui sont autant de difficultés pour celles et ceux qui cherchent à introduire dans le débat politique au premier rang des enjeux comme le réchauffement climatique et qui appellent de manière de plus en plus urgente le système politique à répondre à l'urgence de ces enjeux tournant autour de la biodiversité, tournant autour du réchauffement climatique. Je verrai ensuite, dans un troisième moment, si vous voulez, le fait que la démocratie est un peu désarçonnée dans ses différentes facettes et que l'on assiste, dans toutes les enquêtes d'opinion, mais aussi dans la réalité politique et électorale de nos pays, de nos démocraties, à la montée en puissance d'une demande autoritaire, d'une demande d'autoritarisme, parfois d'une demande de technocratie, de gouvernement des experts. Regardez comment, au travers de la crise de la Covid-19, il y a cette tentation qui est à l'œuvre chez nombre de nos concitoyens. Confions, voilà, plutôt que de gouverner les hommes, administrons les choses avec des gens compétents ou qui se présentent comme tels. Et puis ensuite, à partir du constat de ce que j'appelle dans le bouquin le grand écart, qui est en fait le constat d'une démocratie de plus en plus fragmentée, qui a de plus en plus de mal à définir ce qui la rassemble, à définir des procédures qui sont admises par tous et par toutes, qui posent d'ailleurs un problème de légitimité simplement. La démocratie est sans arrêt dans un procès d'illégitimité, de la décision des hommes et des femmes qui ont été élus, etc. Et en conclusion, j'essaierai, à mon modeste niveau, de voir comment on peut réagir. Alors d'abord, le constat, je crois que l'on est dans une fin de cycle démocratique. Si vous voulez, la démocratie telle que nous la connaissons, la démocratie pluraliste, la démocratie représentative basée sur ces grands moments que sont les élections locales, législatives, maintenant européennes, présidentielles pour le système français, tout ça, ça a été réinventé quand? Ça a été réinventé après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, sur les décombres des régimes autoritaires qui avaient montré la faillite dont ils pouvaient être porteurs et même l'horreur dont ils pouvaient être porteurs. Que ce soit, bien sûr, les régimes fascistes, mais aussi on découvrait peu à peu ce que le communisme réalisé pouvait couvrir d'horreur. Donc, cette démocratie, elle se réinvente dans ces conditions. Elle se réinvente autour, la plupart du temps, d'une démocratie parlementaire, qui est celle que nous avions connue sous la Quatrième République, qui est celle que l'essentiel de nos partenaires aujourd'hui en Europe connaissent, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, mère de toutes les démocraties parlementaires,
Et puis, peu à peu, dans certains pays, on a vu une évolution, comme en France, vers la démocratie présidentielle, avec tous les problèmes que peut poser la mixité du régime français, qui est un régime à la fois parlementaire, on l'a vu au moment des grandes cohabitations. Qui décidait quand il y avait des cohabitations? Ce n'était pas le président, c'était le Premier ministre. Et puis, sa dimension présidentielle, aujourd'hui, la dimension, pour reprendre les termes de notre président actuel, jupitérienne du président de la République. Donc, cette démocratie que l'on réinvente, elle est basée sur quoi? Elle est basée avant tout sur la représentation. Certes, la démocratie directe, on y croit un peu. D'ailleurs, quand on vote pour réintroduire les institutions parlementaires après la guerre, on utilise le référendum. On a fait 2 référendums. Donc on croit un peu à la démocratie directe. Il y a un peu de démocratie participative, mais ce n'est pas l'essentiel. La démocratie participative est plutôt le legs à l'époque de ce qu'on appelait au 19e la démocratie consultative, qui a toujours existé d'ailleurs. Toujours à côté de la démocratie représentative, il y a eu une démocratie consultative des citoyens, des forces vives, etc. Bien. Mais elle est basée essentiellement, cette démocratie, sur la représentation. Elle est basée, deuxième principe, sur des corps intermédiaires vivants. Les partis, les syndicats, les associations. Il y a toute une série de corps intermédiaires qui sont significatifs. Les syndicats, ce n'est pas n'importe quoi. Dans les années 45 et 50, vous voyez, la CGT, la CFDT n'existait pas encore, FO apparaît, j'allais dire, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne dis pas que le mouvement syndical est n'importe quoi, je ne me permettrai pas. Mais enfin, vous savez que 8% des salariés français sont syndiqués tout de même. Ce qui veut dire que 92% ne le sont pas. Donc, des corps intermédiaires qui, à l'époque, avaient une fermeté, une capacité à représenter nos systèmes d'intérêt, des associations qui avaient une capacité à représenter, dans le champ de l'écologie, il y en avait très peu à l'époque, mais qui avaient une capacité dans le champ du logement, par exemple, il y a de grands mouvements associatifs, qui avaient une capacité à représenter les intérêts, par exemple des mal logés. Donc des corps intermédiaires forts. Et puis, troisième pilier de ces démocraties qui font qu'elles ont fonctionné, c'était une participation élevée. La participation, c'est quoi? C'est tout simplement le reflet de la confiance. On parlait beaucoup de défiance. C'est le reflet de la confiance. Les citoyens avaient relativement confiance dans le système. Ils considéraient que le système fonctionnait pas mal. Et ils avaient suffisamment de confiance pour se rendre massivement aux urnes et investir des députés, des élus locaux, dans les grands moments électoraux. Et le quatrième élément, c'est les enjeux autour desquels se structurait le débat démocratique. C'était des enjeux essentiellement matérialistes. C'est-à-dire, c'était comment redémarrer le système de la croissance et comment répartir de manière plus harmonieuse les fruits de la croissance. C'était ça, après la guerre. Et ça sera le grand débat des années 50, 60, 70, les fameux 30 glorieuses. Les 30 années glorieuses de développement économique et social que la France connaît. Alors il faut bien reconnaître que ce cycle, qui a fonctionné, qui a eu ses vertus, la justice sociale a progressé tout au long de ces années. Il suffit de prendre des indicateurs assez simples, le décile supérieur, le décile inférieur, vous verrez que voilà, on est allé vers une société globalement plus équilibrée, plus juste. Ce cycle démocratique est en train de se terminer. Nous sommes en fin de cycle. Ça a commencé d'ailleurs sans qu'on s'en rende compte, sauf quelques personnes qui étaient un peu plus pointues que d'autres, dans les années 80. C'est dans les années 1980 que le système commence à se dérégler. Ça n'est pas pour rien. C'est les années qui commencent à connaître le premier écho des crises pétrolières des années 70 et de l'apparition d'un chômage qui va devenir un chômage structurel de masse, dont nous ne sommes jamais sortis. Donc, le système, vous voyez les fruits du système, les gens commencent à s'interroger. Ils disent ça fonctionne de moins en moins bien. Ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche. Sur ces indicateurs, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors les signes du dérèglement sont multiples. Quels sont-ils? D'abord les enjeux. Les enjeux commencent à bouger.
Les enjeux ne sont plus simplement les enjeux matérialistes, mais des enjeux que l'on va appeler post-matérialistes, c'est-à-dire les enjeux de la qualité de la vie, les enjeux des rapports entre générations, les enjeux des rapports entre hommes et femmes, les enjeux écologiques, la situation faite aux minorités, qui sont des enjeux post-matérialistes. Ce sont ces enjeux qui, peu à peu, commencent à percer. Par exemple, le thème de l'écologie va apparaître pour la première fois à la présidentielle de 1974 avec la candidature de René Dumont. Et les mouvements écologistes cherchent à trouver un débouché politique à partir des années 80. C'est le début de l'aventure d'une écologie associative et politique. Et premier malaise, la politique était habituée à se positionner, la gauche et la droite, autour d'enjeux matérialistes. Là, les choses étaient relativement claires, pas totalement claires, mais relativement claires. Autour des enjeux post-matérialistes, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que la gauche peut en être porteuse? Pas évident, parce que vous avez une gauche très industrialiste. Est-ce que la droite peut en être porteuse? Pas particulièrement. Le gaullisme et même le pompidolisme, c'était des forces, j'allais dire, du progrès économique et industriel. Donc, on voit très bien que notre clivage biséculaire, le clivage gauche-droite, la seule exportation française dont nous soyons, et qui a marché pendant 2 siècles et dont nous soyons très fiers, le clivage gauche-droite, voilà, n'est plus très opérant sur ces affaires. N'est plus très opérant. Premier signe du dérèglement. Deuxième signe du dérèglement, je ne sais qui en parlait tout à l'heure, la montée des abstentions. Ça commence dans les années 80. Ça y est. Le retrait, ce que certains ont appelé la grève des urnes, commence. Pour atteindre aujourd'hui des chiffres, mais dont on n'aurait jamais pu imaginer un jour qu'ils arrivent en France. On considérait que c'était réservé à nos amis suisses ou à nos amis américains, vous voyez, des 60% d'abstentionnistes. Eh bien, pas du tout, ça y est, on y est, nous, en France. On y est. Dernière municipale, certes, il y a l'effet Covid, mais enfin, l'effet Covid n'explique pas tout. 55% d'abstention. Et alors, aux européennes de 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, le soir des élections, c'était extraordinaire. Je me disais, mais ils sont tous devenus fous. Tout le monde disait, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a que 49,4% d'abstention. Vous voyez, on se contente vraiment de peu maintenant, quoi. Quand un Français sur 2 y va aux élections, on dit, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, tout ça doit relativiser énormément les leçons politiques tirées de toutes ces élections. Je dis ça pour les erreurs de lecture de ce qui se passe. Je regardais Dijon, 64% d'abstention à la municipale. 64% d'abstention. Alors, le soir de l'élection, on disait « Dijon est une ville intéressante parce que au second tour, l'écologie a rassemblé, je crois, plus de 21% des voix à la liste écologique. Vous savez que ça fait quoi aux inscrits? 7%. Voilà. 7% des Dijonnais inscrits sur les listes électorales ont voté pour une liste écologique. Donc vous voyez que quand vous fonctionnez aux inscrits, vous avez tout de suite un autre regard. Et que l'idée, une vague verte, déferle sur la France. Attention aux effets de perspective. Attention. Voilà, aux espèces d'emportements médiatiques, aux lectures rapides, hâtives, et ensuite font qu'on pose un mauvais diagnostic sur ce qui se passe. C'est plus compliqué que cela. Troisième signe, l'effondrement des effectifs militants. Les syndicats, j'en parlais tout à l'heure. Heureusement qu'ils sont là, Enfin, 92% ne sont pas représentés, des salariés. Ça fait beaucoup, Les partis, mais attendez, les partis, j'adore les partis, je les observe depuis des décennies, mais c'est quoi aujourd'hui? Ce sont des clubs de professionnels de la politique et d'élus, à la tête de machines qui cherchent avant tout à sélectionner, il faut le faire, des candidates et des candidats pour les élections, mais il ne se passe plus grand-chose à part ça dans les partis. Ce ne sont plus des lieux de débat. Dans les années 60, 70, c'était des lieux de débat incroyables. Les partis politiques. Où est le débat aujourd'hui?
Le débat politique sur l'avenir du pays à l'horizon de 2 quinquennats, par exemple, où est-il? Il est dans les partis, vous en êtes persuadé, même quand on est soi-même adhérent à un parti, hein? J'en doute fortement. Quatrième indicateur, la dégradation gigantesque de la classe politique. Hein, j'avais créé avec d'autres partenaires, il y a maintenant 8 ans, l'enquête Fracture française que l'on fait chaque année, qui vient de sortir. Vous en avez vu les résultats dans le journal du soir, comme on dit. Dans Le Monde, il y a hier ou avant-hier, je ne sais pas. Bon, regardez, c'est un jeu de massacre, hein, pour la classe politique. C'est un jeu véritablement de massacre. Il faut savoir qu'il n'y a pas un homme politique ou une femme politique aujourd'hui qui a fait l'objet de plus de 50% de confiance. Il n'y en a pas un, sauf, mais parce que la France adore ceux qui viennent de quitter temporairement le monde politique, sauf Édouard Philippe. 54% de confiance. Sauf lui, il n'y a personne. Même pas Nicolas Hulot, vous voyez, qui d'habitude est une grande vedette de ce type d'enquête. Hein. Même pas lui, il est nettement derrière. Et le troisième, c'est Didier Raoult. Vous voyez, on est assez loin de l'univers politique, strictement parlé. Hein. Donc une dégradation de la confiance vis-à-vis des politiques. Les seuls qui surnagent, ce sont les maires. Mais dès que vous êtes au niveau des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs, des députés européens, du président de la République, c'est terminé. On est dans un univers de défiance, et même de ce que certains politologues appellent aujourd'hui la haine de la politique. Hein? The Hate of Politics, il y a un grand livre de Colin Hay, un universitaire britannique qui est à Sciences Po, qui est sorti, qui s'appelle The Hate of Politics. Mais attention à cette haine de la politique. Il ne faut pas croire que ça nourrit simplement l'abstention. Ça nourrit aussi des tas de mouvements qui savent politiser le rejet de la politique et en faire une force politique. Hein, l'antiparlementarisme, et c'est un courant ancien en France, hein, extrêmement ancien, qui a des lettres, si je peux dire, presque de noblesse. 5e ou 6e signe du dérèglement politique, là, pas climatique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'émergence de nouveaux enjeux qui perturbent. Et l'enjeu écologique a été un de ces enjeux, et est un de ces enjeux. Hein, c'est ce qu'on appelle, vous savez, l'issue voting, hein, le vote sur enjeu. Hein, les gens se prononcent de moins en moins parce qu'ils se sentent de gauche, de droite, parce qu'ils estiment qu'ils ont des intérêts à défendre, etc., parce qu'ils sont proches d'un parti, ou qui est proche d'un parti aujourd'hui, vous voyez, bon. Hein, voilà, mais de plus en plus, il y a un enjeu qui les préoccupe, et autour de cet enjeu, ils regardent sur le marché politique comment tel ou tel candidat ou candidate y répond. Et ils se prononcent sous forme d'issue voting, hein, de vote sur enjeu. Hein, c'est un peu comme un consommateur sur un marché. Hein, c'est un vote qui a, en effet, qui a de plus en plus tendance, hein, à se répandre. Et il y a eu... alors ça commence dans les années 80, mais le problème pour l'enjeu écologique, c'est qu'il a du mal à se stabiliser. C'est un enjeu étrange d'ailleurs, parce que c'est un enjeu à éclipse. Hein, par moment, comme en ce moment, il est extrêmement présent, puis il disparaît, puis il ressurgit. Hein, et les périodes parfois de crise économique et sociale, alors on verra ce qu'il en est de la crise économique et sociale qui est déjà là et qui s'annonce et qui peut être majeure. Les périodes de crise économique et sociale ne sont pas toujours pour lui de très bon augure, parce qu'il a du mal à tenir contre des enjeux lourds, vous voyez, matérialistes, qui tout d'un coup reviennent au premier plan. Hein, le pouvoir d'achat, l'emploi, le chômage. Hein, et on voit en ce moment, j'ai regardé très attentivement les enquêtes, on voit en ce moment cette tension. Oui, l'enjeu du réchauffement climatique, de la biodiversité, l'enjeu écologique, est beaucoup plus présent qu'il ne l'était, mais face aux menaces économiques. Alors, maintenant, les Français ont toujours peur pour leur santé, la santé de ceux qu'ils aiment, mais c'est les inquiétudes économiques en ce moment qui l'emportent. Hein, et il n'est pas sûr que ça ne fasse pas évoluer les attitudes des Français par rapport à l'enjeu écologique. On verra. Mais regardez ça attentivement dans les semaines, hein, et les mois qui viennent. Dernier signe, ou avant-dernier signe, la montée des forces protestataires.
Pendant très longtemps, la démocratie a été organisée pour tenter de structurer l'alternance entre des forces de gouvernement, porteuses de projets de gouvernement. La droite de gouvernement, la gauche de gouvernement. Cette gauche qui, à partir des années 60, en France, va s'unifier, se rapprocher, pour montrer, derrière François Mitterrand, qu'elle pouvait être porteuse d'une véritable alternative de gouvernement. Pas simplement faire rêver, mais gouverner. Hein, voilà. Et là, il faut bien reconnaître qu'à partir des années 80, d'autres types de forces apparaissent dans le système. Parce que les électeurs se mettent à voter pour des forces politiques dont ils savent très bien qu'elles ne sont pas aptes à gouverner. Ils le savent très bien. Ils utilisent le vote comme moyen de protestation, ce qui est différent. On n'investit plus une équipe pour gouverner, on utilise le vote comme moyen de protestation, comme porte-voix d'une protestation. Et là, c'est l'explosion dans tous les pays européens, mais bien au-delà aujourd'hui dans le monde, c'est l'explosion de la protestation nationale populiste. Ça commence dans les années 80, avec Jean-Marie Le Pen en France, Jörg Haider, le grand leader à l'époque du nationalisme autrichien, et puis ça n'a cessé de se développer. Regardez les dernières européennes, maintenant ces forces sont devenues des forces tout à fait significatives dans de multiples pays, même des pays qui étaient jusqu'alors très à l'abri de ces poussées. Je pense en particulier à l'Allemagne. L'Allemagne a été pendant très longtemps, c'est fini. L'Allemagne a une protestation de gauche forte avec Die Linke et Aufstehen aujourd'hui, qui est quelque chose de compliqué, qui est une force politique à la fois de la gauche, mais très anti-immigrant. Et de l'autre côté, il y a Alternative für Deutschland, qui est au fond un peu notre équivalent du Rassemblement national. Et ça y est, ils sont rentrés dans les Länder, ils sont rentrés dans les parlements, vous voyez. Alors qu'avant, voilà, en Allemagne, l'Allemagne était complètement à l'abri. C'est fini, c'est fini. Et qu'on soit en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, qu'on soit en Europe du Nord, en Europe du Sud, c'est exactement la même chose. Alors on parle beaucoup de l'Italie en soi, mais regardez ce qui se passe en Suède, au Danemark, en Norvège, vous verrez. Dans la très paisible Suisse, depuis 6 élections législatives. 6 élections législatives. Le premier parti suisse est le parti du peuple suisse, de M. Blöcher, Christoph Blöcher, qui est un parti très nativiste, très nationaliste, très anti-immigrant, etc. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Et le phénomène est devenu mondial. Le phénomène Trump doit être compris comme ça, le phénomène Bolsonaro doit être compris comme ça, le phénomène, on n'en parle pas parce que les Français sont toujours centrés sur l'Hexagone, mais regardez ce qui se passe en Inde. En Inde, qui dirige, c'est un grand nationaliste, c'est un grand national-populiste. Et l'Inde, c'est pas, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le Liechtenstein. Voilà, donc, je veux dire, vous voyez, le phénomène est un phénomène aujourd'hui, oui, mondial. Regardez Duterte aux Philippines, enfin, c'est un phénomène qui est un phénomène majeur, cette affaire. Et puis, dernier point du malaise, la découverte par l'opinion publique de la relative impuissance du politique. Si vous voulez, tous ces mécanismes de dérèglement, de prise de distance, ont quelque chose à voir avec le fait que les électrices et les électeurs, peu à peu, se disent « mais au fond, est-ce que la politique ne devient pas un théâtre d'ombre? Et est-ce que les politiques ont le pouvoir qu'ils prétendent avoir? » Objectivement, le général de Gaulle et Georges Pompidou avaient beaucoup plus de pouvoir dans les années, fin des années 50 et années 60 que n'en ont aujourd'hui pour changer la société française, que n'en ont aujourd'hui Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Beaucoup plus. Parce que la globalisation, l'internationalisation, le développement
de l'Europe, le développement d'instruments de gouvernance mondiale, tout cela est allé dans le sens d'une restriction. Ça ne sert pas à rien, je ne dirais jamais ça, mais d'une restriction de l'impact des pouvoirs nationaux. Or, l'allocation du pouvoir, jusqu'à nouvel ordre, ça se fait dans le cadre national. Hein. Voilà, ça se fait dans le cadre national. Bon. Donc, il y a sur des grands enjeux aujourd'hui le sentiment chez les Français, chez les Espagnols, chez les Suédois, que le pouvoir politique, sur des enjeux matérialistes comme post-matérialistes, sur le climat comme sur le chômage, que ce pouvoir politique est relativement impuissant. C'est pour ça que quand vous regardez tous les grands sondages d'opinion sur l'enjeu climatique, la grande enquête qui avait été faite pour EDF, OPSCOP 2019, qui pose des questions extrêmement bien ficelées sur l'enjeu climatique, c'est que les gens vous disent, et c'est très compliqué, les gens vous disent quoi? Et ça a été fait dans plusieurs pays du monde et en plusieurs pays européens. Les gens vous disent, oui, nous sommes inquiets, l'heure est grave. Très bien. Il faut lutter contre. L'acteur qu'on appelle à la lutte, c'est le gouvernement. OK. Est-ce que c'est efficace? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, je change personnellement. Hein? Donc, on a, vous voyez, un jeu de forces, pas contradictoire, je dirais, mais de forces qui vont différer. Bien sûr, on est extrêmement concerné, tous les âges, tous les milieux sociaux, bon, il y a des différences, mais tous les âges, tous les milieux sociaux. On considère que l'action la plus efficace, ça serait une action politique gouvernementale, mais on se dit, voilà, c'est pas plus efficace là-dessus que sur d'autres enjeux. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est nous, dans nos comportements, de changer. Mais ça ne résolvera pas la question. C'est un des éléments de réponse à la question, mais ça ne peut pas résoudre. Donc, vous voyez, il y a là un nœud. Hein. Tant que ce nœud n'est pas dénoué, vous voyez, c'est difficile parfois d'aller beaucoup plus loin. Alors, voilà les signes du dérèglement. Sur quoi ça peut déboucher? Alors, commençons par les scénarios pessimistes et ensuite allons vers l'optimisme. D'abord, face à ce malaise qui dure maintenant depuis 30 ans hein, et qui ne cesse de croître, certains sont tentés par la demande d'autorité et d'autorité croissante. Aujourd'hui, ce sondage a été fait du 1er au 3 septembre sur un échantillon tout à fait significatif. C'est un nombre incroyablement élevé de Français qui vous disent « on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre ». Vous voyez, c'est pas... Hein, on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre, 82%. Donc la demande de leadership vertical, d'hommes forts, est loin d'être négligeable. Et quand vous regardez, à commencer par la jeunesse, l'impact de figures d'hommes forts comme Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, vous vous dites, c'est pas une demande qui est une demande de vieux croutons nostalgiques de Vichy, hein, de vieux mâles blancs âgés, là il y en a beaucoup ici, nostalgiques de régimes autoritaires. Hein, pas du tout. C'est la jeunesse souvent. C'est peut-être pas la jeunesse qui est ici, c'est ça, c'est la jeunesse invisible. Mais c'est les 18-24 ans et les moins de 30 ans qui sont les plus porteurs de cette demande. Et si vous n'êtes pas d'accord, on en discutera tout à l'heure. Mais les chiffres sont imparables. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, si vous voulez, que l'électorat du Rassemblement national est un électorat jeune. Voilà. Mais c'est la jeunesse dont on ne parle pas, elle n'est pas visible. C'est la jeunesse qui est issue de l'enseignement professionnel, c'est la jeunesse qui est en très profonde difficulté, ce n'est pas la jeunesse étudiante, hein, et ce n'est pas la jeunesse associative, c'est un autre type de jeunesse. Hein. Regardez ce film qui est très intéressant, qui vient de sortir, qui s'appelle La Cravate, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette jeunesse française-là, et
tout à fait intéressant. Donc, cette montée en puissance de la demande autoritaire et l'évolution qui est déjà à l'œuvre de démocratie vers ce que Fareed Zakaria appelait il y a de nombreuses années les démocraties libérales, c'est là. La Pologne, la Hongrie connaissent une évolution vers une démocratie illibérale. Les États-Unis, quand vous regardez, on n'en est pas loin. Hein. Et pourtant, Dieu sait si on a affaire à un pays dans lequel il y a une tribe démocratique réelle. Hein. Donc, l'évolution vers les démocraties libérales est un scénario, qui est possible dans la mesure où aujourd'hui 2/3 des Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien. 2/3. Et tout le monde n'en tire pas la conclusion qu'il faut améliorer la démocratie, vous voyez, hein, mais qu'il y a peut-être d'autres types de réponses à apporter. Hein. Autre porte de sortie pour certains, la montée en force de l'idée qu'on pourrait confier le gouvernement aux experts. Je citais aujourd'hui ce qui se passe à l'occasion de la crise sanitaire. Regardez la tentation de multiples Français qui vous disent « mais arrêtons, les politiques ne sont pas sérieux, ils changent d'avis tout le temps, ben, confions ça à un bon comité d'experts. » Le problème, c'est que les experts changent aussi et que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Bon, donc ça complique le problème. Mais il y a cette croyance qui est une vraie croyance en France, ancienne, qui est au fond la réponse saint-simonienne, hein, qui était là, très présente dès le XIXe siècle et qu'on voit ressurgir sans arrêt dans l'histoire politique française. La politique est une chose trop sérieuse pour la confier aux politiques, confions-la aux experts, hein, aux technocrates, et cela explique largement d'ailleurs un trait caractéristique dont on continue à pâtir pour certains en France. Notre classe politique est par exemple farcie de hauts fonctionnaires issus de la haute fonction publique et passés par les grandes écoles, hein, et porteurs d'une culture de l'expertise. Hein. Ces noces intimes entre la haute fonction publique et la politique en France, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique, hein, qu'on ne connaît pas du tout en Allemagne, qu'on ne connaît pas en Grande-Bretagne, qu'on ne connaît pas en Suède, vous voyez, hein, on ne connaît pas ça du tout. Mais pourquoi en France? Ben, c'est parce qu'on est persuadé qu'il y a là des hommes et des femmes qui sont porteurs d'une culture d'expertise. Voilà, et vous avez certainement dans vos activités sans arrêt être confrontés à cette culture-là, hein, qui a d'ailleurs ses avantages et ses inconvénients. Hein. Mais vous savez, on présente souvent le macronisme comme un saint-simonisme. Hein, et l'hypothèse à creuser n'est pas inintéressante. Le président de la République est un ancien haut fonctionnaire, passé par les grandes écoles, assez porteur d'une culture technicienne et technocratique. Le Premier ministre est issu lui aussi des grandes écoles. Le précédent est issu des grandes écoles et est passé par le ENA, etc. Vous voyez, bon, il y a quelque chose là. François Hollande était lui-même, voilà. Il y a que Nicolas Sarkozy qui échappe un peu à l'épure. Mais sinon, vous avez là une espèce de continuité, hein, tout à fait intéressante et qui doit interpeller, qui est un refoulé du gouvernement des experts, hein, qui à ce moment-là a beaucoup de mal à faire avec, si vous voulez, le mouvement d'en bas. Parce que le mouvement d'en bas, pour eux, est très souvent dans l'erreur. Ils ne voient pas l'avenir de la société à laquelle il appartient à moyenne ou longue échéance. Donc il faut voir pour lui. Hein, c'est parfois pavé, l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Hein. Alors ces fractures démocratiques, d'abord, de quoi s'agit-il aujourd'hui et comment peut-être commencer à y réfléchir et à déceler des pistes? Si vous voulez, notre démocratie est fragmentée aujourd'hui parce qu'elle est éclatée en 3 lieux. La démocratie représentative, qui est de plus en plus épuisée, contestée. Hein, même les maires, ces hommes et ces femmes que les Français chérissent dans le personnel politique, hein, eh bien on ne se déplace plus pour les élire. Voilà. Regardez, à Dijon, à Marseille, à Lyon, enfin il y a des taux d'abstention, mais littéralement vertigineux. Oui.
n'y a plus que dans les petites communes où encore on se déplace, parce que, voilà, hein, mais en milieu urbain, c'est redoutable, la grève des urnes. Donc une démocratie représentative très contestée, quelle qu'elle soit, la démocratie présidentielle, parlementaire, européenne, quelle qu'elle soit. Deuxième lieu, souvent vécu comme « Ah, la première s'épuise, la seconde est notre avenir », la démocratie participative. Alors, le retour de la démocratie participative, parce que l'affaire n'est pas nouvelle, comme je vous le disais. La démocratie participative, sans remonter à Mathusalem, sous la Ve, elle revient dans les années 60 avec ce qu'on appelait à l'époque les luttes urbaines. Hein, les luttes pour les équipements urbains, les problèmes de logement, les problèmes d'extension des villes dans les ZUP, etc. Il y a toute une série, en effet, de mouvements de lutte urbaine et qui vont s'enraciner, organiser leur action politique autour d'une démocratie participative et de la tentative d'allier les citoyens à l'avenir de leur cité. On comprend alors que cette démocratie participative soit très liée à la gauche, parce que cette thématique des luttes urbaines, post-68 parfois, était caractéristique de toute une série de nouveaux élus socialistes, essentiellement, hein, qui montaient à l'assaut de leur ville. C'était Hérault, tout jeune, qui montait à l'assaut de Nantes, c'était Hervé à Rennes qui montait à l'assaut. Ouais, on pourrait comme ça multiplier les cas. Il y a le cas bien sûr de Grenoble, qui est un cas emblématique, avec Hubert Dubedou. Bon, vous avez toute une série comme ça, où la démocratie représentative cherchait à s'articuler sur une démocratie participative vivante. Cette démocratie participative, elle renaît, elle a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Il y a eu énormément, par exemple, de thèses. Moi, j'étais dans le jury de plusieurs thèses sur la démocratie participative observées, si vous voulez, sur le terrain. Hein, pas des grands discours sur la démocratie participative, observées sur le terrain. Il y a une règle qui est redoutable, issue, quand vous avez lu tout ça, c'est la règle des 1%. C'est-à-dire la démocratie participative, quand elle touche 1% de la population concernée, c'est un succès. 1%. Quand elle touche 2%, c'est un raz-de-marée. Ou 3%, c'est un raz-de-marée. Elle ne touche jamais plus de cette minorité active, ces minorités engagées, suffisamment engagées pour se déplacer dans des réunions, aller voir des expositions, on présente des projets urbains, etc. Hein. Mais c'est une démocratie de minorité active. J'ai moi-même été garant du grand débat national, cette expérience de démocratie participative à l'échelle nationale, ça n'avait jamais été tenté dans aucun pays du monde. Donc j'ai pu voir, j'ai passé vraiment 3 mois où je suis déplacé dans l'ensemble de l'espace national. Vous savez que ce grand débat national avait plusieurs facettes. Il y avait une facette purement web, mais il y avait une facette aussi de ce qu'on appelait les RIL, les réunions d'initiative locale, la facette de rédaction de cahiers de doléances. Voilà, tout ça a été numérisé, ce sont des millions de données. Et je fais dans mon bouquin un bilan de cela. Il y a eu au grand maximum 2 millions de Français dans l'ensemble national qui se sont déplacés. Il y a 47 millions d'électeurs. Donc, vous voyez, le grand débat national, contrairement à ce qu'on dit, en termes de participation, hein, c'est une réussite absolue par rapport au 1%, puisque ça fait du 3-4% de la population concernée. Hein. En termes d'exploitation, je serais beaucoup plus modéré. Il y a des mines de données qui dorment, qui sont très peu utilisées, qui auraient pu être utilisées en particulier sur la réflexion sur les retraites, parce que beaucoup de choses se disaient sur les retraites et seraient peut-être pu éviter certaines erreurs qui ont été commises sur le dossier des retraites. Hein, voilà. Donc, mais tout ça dort, de toute façon. Hein, tout ça n'a pas été exploité. Pour ceux qui ont envie d'exploiter ces données, c'est une mine, une véritable mine.
C'est l'équivalent de la procédure des États généraux avant la Révolution française. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bon. Et je sais, moi, l'émotion que j'avais étudiant quand j'étais à l'université de Tours, j'allais lire les cahiers des États généraux de ce qu'allait devenir l'Indre-et-Loire avant la Révolution française. C'est extraordinaire à lire. C'est toute une société qui réapparaît, avec ses demandes, voilà. Je vais accélérer. Hein. Donc, la démocratie participative fait retour, mais attention, il y a la question du nombre, qui est une question fondamentale en démocratie. Hein. On ne peut pas éviter. Il y a la question également des nouvelles formes. Je crois que c'était le président d'Alter tout à l'heure qui disait des nouvelles formes de participation. Par exemple, comme le mouvement des Gilets jaunes. En effet, on a des mouvements de plus en plus qu'on appelle mouvements sociaux, qui sont des mouvements qui ne sont plus du tout verticaux, qui sont des mouvements entièrement horizontaux, et qui ont une caractéristique qui s'enracine dans l'histoire longue française, c'est de refuser toute forme de représentation. C'est très ancien, cette affaire, c'est pas du tout nouveau. Ça date de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disait « La souveraineté populaire ne peut se représenter. Elle ne peut se représenter. » C'est-à-dire que la représentation est impossible ou la représentation trahit. La culture montagnarde, hein, et largement Robespierre récupérait tout cela, hein, largement cette culture-là. Et c'est le genre, voilà, on ne peut pas, quand vous regardez, j'ai regardé attentivement les textes de Commercy, c'est très intéressant. Ils vous disent, mais il n'est pas question que l'on génère en notre sein des représentations, sauf des représentations éventuellement éphémères. Et dès qu'il y avait un leader, regardez, la principale préoccupation, c'était de couper la tête. Donc, pas de liste gilets jaunes aux européennes, pas de liste gilets jaunes aux municipales. Hein, c'est un mouvement social horizontal qui reste à l'état de mouvement informel et qui peut donc ressurgir. Il se cristallise, puis il peut ressurgir, puis voilà. Hein. Mais là aussi, il faut poser la question du nombre. Les manifestations de gilets jaunes, les plus grandes, c'est 80 000 personnes. Hein. Donc la question du nombre doit être posée quand on parle de démocratie manifestante. Oui, ces gilets jaunes disaient « nous sommes le peuple ». Mais c'est de l'autodéclaration. Hein. Nous sommes le peuple. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Où ça commence et où ça finit? Hein? Il y a des questions abyssales là, sur lesquelles on pourrait s'interroger pendant de très longues périodes. Hein? Il faut bien voir que cette notion très confuse de peuple prend la place d'un espace qui jadis était occupé par une lecture beaucoup plus structurée de la société, qui était une lecture en termes de classe sociale, par exemple, pour toute une série de personnes, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de milieux sociaux, etc. Mais ce peuple, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'entre cette lecture du peuple et la haine de l'oligarchie et de l'élite, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire on est en pleine lecture populiste des sociétés. C'est-à-dire les sociétés seraient divisées en deux, d'un côté ce peuple, et de l'autre côté celui qu'on extrait du peuple, les élites cosmopolites, alors vous pouvez, selon les tendances politiques, oligarchiques, etc., qui sont à condamner. Une fois qu'on aura réglé le problème des élites, et bien voilà, tout redémarrera du bon pied. Il faut savoir que c'est tout de même la lecture dominante aujourd'hui, qui se développe. Regardez les lectures dans des zones aussi différentes que France Insoumise, qui a repris la lecture de Laclos, des clivages sociaux, qui est une lecture populiste, qui se revendique comme telle d'ailleurs. Nous sommes populistes et nous sommes fiers de l'être. Et le Rassemblement national, la dénonciation de l'établissement, l'oligarchie. Voilà. Alors, cette démocratie participative, dernière question, c'est quand peut-elle passer au stade de lieu de propositions susceptibles d'être articulées à la démocratie représentative qui, tout de même, du fait du nombre, a la légitimité, en dernière instance, pour décider.
Parce que si on dit qu'elle n'a plus la légitimité, alors là, les portes sont ouvertes à des types de régimes que nous n'avons jamais connus et qui seraient peut-être préférables de ne jamais connaître. La Convention citoyenne pour le climat va dans ce sens. Mais ça veut dire, si ça n'est pas simplement du marketing, ça veut dire qu'on rentre de la démocratie participative dans la démocratie délibérative. C'est-à-dire qu'il faut transformer le citoyen dit de base en expert de la question posée. Il faut l'informer de manière contradictoire. Vous savez qu'il y a une réflexion extrêmement intéressante qui vient des États-Unis, d'ailleurs, de Fishkin et Robert Luskin, qui sont deux philosophes américains très intéressants, qui ont inventé en fait la démocratie délibérative et le sondage délibératif, où ils font débattre les échantillons sondés. Ils les informent de manière contradictoire. Et ils regardent comment l'échantillon se prononce avant d'être informé et après être informé de manière contradictoire. Et ils s'aperçoivent en effet qu'une opinion structurée par un débat n'est pas la même que l'opinion, j'allais dire, amorphe. Alors, ça pose toutes les questions, mais qu'il faut prendre très sérieusement. Comment est-on formé ? Est-ce que la formation est vraiment contradictoire ? Moi, je l'ai connu en tant que garant du grand débat national dans toutes les conférences citoyennes régionales, qui était le seul élément délibératif du grand débat national. Puisqu'on faisait venir dans chaque région un échantillon à peu près représentatif de la région, et on l'informait, on le faisait délibérer. Oui, mais attention, comment informe-t-on ? Est-ce que c'est véritablement une information contradictoire ? Et là, je vous assure, le diable se cache vraiment dans les détails. Vraiment dans les détails. Mais on pourra en reparler. Et puis, dernier élément, la démocratie directe, qui fait un retour absolument impressionnant. On avait l'impression qu'on avait tout abandonné, que 2005, ça avait été vraiment la fin, tout le monde était effaré par cette affaire de 2005. Ah, le peuple dit non, ah mon Dieu, effroi dans les chaumières, et personne ne voulait recommencer. Ça va être difficile, parce que les grands débats qui sont posés, en particulier les débats, ça m'intéressait, hier nous étions réunis, j'écoutais les gens qui étaient autour de moi à table, et tout de même, les débats du réchauffement climatique, ça ne pose pas n'importe quel enjeu. C'est du lourd sur l'avenir de la société, sur l'avenir de l'économie, sur l'avenir de l'être ensemble, sur les valeurs qui sont les nôtres. C'est d'une ambition, mais incroyable. C'est un changement de société. C'est pas... c'est un véritable... Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. C'est un véritable changement de société. Vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, ne pas consulter le peuple sur cette affaire. Quand on change de cap à ce point-là, qu'on change de monde et qu'on prétend changer de monde, on ne peut pas ne pas consulter le peuple. C'est comme quand on change la loi fondamentale d'un pays. Il y a un référendum constitutionnel, on change les règles du jeu, on consulte le peuple. On l'informe, on débat de manière contradictoire, mais on consulte le peuple. Enfin, j'imagine pas. Ou alors, on revient, ça serait l'écologie par la technocratie, par le gouvernement d'en haut. C'est vraiment, mais bon. Mais il y a une petite tentation, d'ailleurs, chez certains. Une petite tentation autoritaire, même. Au fond, ça serait tellement plus simple si on avait un moyen autoritaire d'imposer cela. Vous voyez qu'il y a un débat, tout de même. Là-dessus. Alors les contre-feux, je me contente de les mentionner parce que c'est suffisamment long. C'est la revivification en France des corps intermédiaires. Une démocratie comme la démocratie française ne peut pas fonctionner comme ça. Les seuls corps intermédiaires dignes de ce nom en France sont les collectivités territoriales aujourd'hui. Osons enfin décentraliser. Parce que la décentralisation est un faux-né. Voilà. Et osons enfin décentraliser pour tenter de sortir de ce débat hystérique que devient le débat politique français. C'est-à-dire un homme seul, à la tête d'une pyramide, et un peuple de citoyens dans un état d'anomie, c'est le cas aujourd'hui, et un débat qui tourne à l'hystérie. Un peuple
et des citoyens qui prétendent tout demander à un homme qui de toute façon ne pourra pas fournir, mais fait semblant de pouvoir le faire. C'est un débat délétère. Hein? C'est un débat délétère. Donc, je vais m'arrêter là. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'attention, si on ne se met pas au travail, la démocratie est un régime fragile. La démocratie n'est pas un acquis politique, comme il y a des acquis sociaux, et même les acquis sociaux, on peut revenir dessus. Et que, comme le disait un de mes collègues et ami Guy Hermet, on est peut-être dans l'hiver de la démocratie et non pas du tout dans son printemps ou dans son été. Voilà. Merci.